Bonjour à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo relative au référencement technique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo relative au référencement technique. Alors vous le savez, Google c'est un programme de classement, un algorithme qui associe votre page à une thématique. Donc sur chaque page, Google doit deviner quel est le contexte sémantique. Il associe cette page à un contexte et il doit ensuite apporter des réponses aux requêtes qui sont faites par les internautes sur son outil. Pour rappel, référencement naturel correspond à trois principaux points: le contenu, le contenant et sa popularité, la technique, l'éditorial et le netlinking. Vous devez avoir un référencement technique qui doit permettre au robot Google de pouvoir passer sur l'ensemble des pages de votre site. Vous devez lui proposer de l'éditorial, du contenu, et vous devez lui proposer un certain volume de backlinks pour que Google puisse passer régulièrement sur vos pages. Nous, on va se concentrer sur la base de la pyramide, l'aspect technique. Place à la pratique. Alors, méthodologie SEO. Dans un premier temps, vous devez travailler vos mots-clés, ce qu'on a pu voir dans les vidéos précédentes. Vous devrez ensuite travailler le maillage interne des pages. Ensuite, travailler le balisage SEO de vos pages. Et ensuite, chercher à optimiser les backlinks. Avant toute chose, je vous invite à installer des outils d'analyse. Le premier, c'est la Google Search Console, donc une interface de Google gratuite qui vous permet de communiquer entre guillemets avec lui. Vous installez un bout de code sur votre site et grâce à cela, ce sera une clé qui va vous permettre d'activer la Google Search Console. Donc, via cette interface, vous pouvez notamment obtenir des stats uniques fournis par Google, notamment le volume de clics, le volume d'affichage sur vos principaux mots-clés. Vous pouvez voir quelles sont les pages les plus performantes, voir s'il y a des erreurs, soumettre votre sitemap à Google. On verra tout ça dans le détail. Donc, c'est le premier outil, Google Search Console. Deuxième outil, c'est le Google Analytics, donc un outil de mesure statistique fourni par Google, qui est lui aussi gratuit, et qui vous permet de savoir d'où viennent vos visiteurs, quelles pages sont les plus populaires actuellement sur votre site, d'où proviennent vos visiteurs, comment ils se comportent sur votre site. Voilà, vous pouvez savoir pas mal de choses. Une fois que vous aurez installé tous ces outils, vous allez bien sûr réfléchir à vos mots-clés. On l'a vu dans les précédentes vidéos, vous avez Ali, vous avez Ubersuggest, qui sont assez complets et surtout gratuits. Ensuite, vous allez réfléchir à vos contenus, au contenu de vos pages. Grâce à la requête, maintenant que vous connaissez site de points, votre site, vous pouvez connaître les volumes de pages qui sont indexées par Google, que vous avez ici dans environ 81 résultats. Vous avez 81 pages qui sont indexées par Google. Ce que l'internaute voit, voilà, c'est ça, du contenu. Ce que Google voit, c'est le code source. Sans l'aspect image, lui, il va s'intéresser uniquement au code, à vos textes, à vos titres, à vos liens. Ce n'est qu'un robot. Google, comme on avait pu le voir dans la précédente vidéo, va s'intéresser à vos différents mots-clés. Quels sont les mots-clés les plus populaires sur votre page? Donc, il va dire, tiens, cette page, elle est pertinente sur ça, 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 ça. N'oubliez pas que chaque page de votre site, c'est un commercial de votre site. Chaque page doit être travaillée pour son référencement. La ligne de flottaison, j'en ai déjà parlé. Donc, premier aspect, c'est le balisage HN de vos pages. Sur vos pages, vous devez avoir au moins une balise, un type de balise, du H1, un H2, un H3, un H4. Vous devez avoir qu'une seule balise H1 qui est le titre éditorial de votre page. Ici, formation, référencement, Google. Vous pouvez mettre en dessous un H2, un H3, un H4 et mettre à l'intérieur de ces titres, de ces sous-titres, des contenus, des paragraphes de texte. Ici, pour des raisons graphiques, j'ai mis un H4 en dessous du H1. À cette époque, c'était comme ça. Entre-temps, depuis, j'ai changé, j'ai remis une balise H2. Idéalement, voilà, il faut avoir un titre éditorial, un H1, complété par en dessous une balise H2, en dessous du texte, et puis après, une autre balise H2,
et puis à nouveau du texte. Et ce texte, il peut être scindé en sous-paragraphes par des balises H3. Vous devez rester cohérent, faire H1, H2, H3. Et Google, en tant que robot, lui, il va se fier principalement à ces titres. Parce que pour lui, Google va se dire, tiens, le webmaster, s'il a bien pensé son site, il va mettre ses mots-clés phares dans ces balises-là. Il va structurer son site par rapport à ces balises. Donc, chercher à mettre les bons mots-clés dans ces balises-là. Comment concrètement on peut créer ces balises? Vous utilisez votre interface de gestion. Ici, je vous ai fait des captures d'écran pour un site, pour WordPress, pardon. Vous allez taper votre texte, vous surlignez votre texte, votre phrase, et vous cliquez sur H et vous dites, voilà, ça c'est un H2, un H3, un H4, un titre 1, un titre 2, un titre 3, tout simplement. Une fois que vous avez fait ce travail sur l'ensemble des pages de votre site, vous allez ensuite réfléchir au maillage de vos pages. Idéalement, un bon maillage, c'est ça. Vous avez votre page d'accueil qui renvoie vers des pages catégories, ce que vous avez en dessous, puis des pages sous-catégories, puis enfin des pages produits. Ça, c'est un maillage idéal. C'est le maillage théorique que n'importe quel site doit avoir, qui doit respecter une certaine cohérence sémantique. On parle de la page la plus importante et on va directement vers les pages les plus déclinées, les plus précises. Et le maillage doit se faire du haut vers le bas et ensuite du bas vers le haut, mais on ne doit pas sauter certaines étapes. Pour avoir un maillage sémantique cohérent, on va chercher à supprimer les pages parasites, ce qu'on appelle faire du PageRank sculpting. Vous savez, ce sont les fameuses pages mention légale, les pages CGV et les pages, je sais pas, livraison, qui sont liées depuis toutes les pages du site. Et d'un point de vue sémantique, d'un point de vue cohérence des mots-clés, ces pages n'apportent rien. Pourtant, elles sont liées depuis toutes les pages. Et ces pages-là, si vous les laissez telles quelles sur votre site, vous perdez une certaine cohérence vis-à-vis de Google. Donc, vous allez chercher à les supprimer. Pour cela, vous allez à l'intérieur de votre contenu mettre dans vos liens, ici dans la balise A, qui est la balise relative aux liens, mettre une balise, un champ que l'on appelle relatif, REL, et vous mettez une balise nofollow. Ça permet de dire à Google, ne suis pas ce lien. Donc Google, en tant que robot, il va quand même suivre ce lien. Par contre, il ne va pas forcément en tenir compte. Voilà, lui, il veut tout explorer, mais grâce à cette nofollow, il ne va pas en tenir compte. Donc vous voyez en haut une balise nofollow et en bas une balise qui n'utilise pas nofollow. Donc faites du PageRank sculpting, c'est-à-dire le fait de sculpter votre site à votre façon pour arriver à un site où il y a des liens dans tous les sens vers une arborescence propre comme ceci. Donc ça, c'est la théorie. Si vous ne savez pas faire, demandez à votre webmaster ou votre agence de pouvoir respecter ce schéma-là. Ensuite, ici, je vais faire un petit focus sur WordPress.com. C'est une interface gratuite de création et de stockage de sites. WordPress.com, vous le savez, c'est un CMS, un outil de gestion de contenu qui permet d'interagir, de gérer votre site sans avoir à gérer le design de votre site en même temps. Le fond n'interfère pas sur la forme et inversement. Et sur WordPress, vous avez deux vues, la vue front office et la vue back office. Vous avez la vue de l'internaute, ce que l'internaute va voir, le front, par opposition au back, qui est l'interface où vous pouvez gérer votre site internet. Donc là, c'est votre schéma courant de page que l'on peut trouver sur pas mal de sites e-commerce. On a la page principale qui est montre, et en dessous, on a montre, et puis on a la catégorie bracelet, et en dessous, vous avez sous-catégorie hommes et femmes. Or, ce que l'on trouve souvent, d'où le titre de schéma courant, ce sont des pages intermédiaires, enfin des pages annexes plutôt, qui viennent se greffer à la page d'accueil. La page mention légale, la page partenariat, la page je sais pas, montre sur mesure. Et ces pages-là n'apportent aucune cohérence sémantique. Donc, il faut les court-circuiter en mettant des balises nofollow et ou en faisant ce qu'on appelle de l'obfuscation de liens. Voilà. Donc, au centre, vous avez la grosse planète, votre page d'accueil. Et depuis
depuis cette page d'accueil, on a des moyennes planètes qui font des sous-catégories, qui font des liens vers votre page d'accueil. Vous avez la planète rose en bas à droite, qui est une sous-catégorie, avec ses pages produits en dessous, qui sont liées vers cette planète. Et puis, vous avez deux planètes qui se baladent, qui sont, par exemple, la page mention légale et la page conditions générales de vente. Et ces pages n'ont aucun besoin d'être liées vers votre site. Google, souvenez-vous, ce n'est qu'un robot, il a besoin de voir une certaine cohérence entre les pages. Idéalement, Google doit avoir une vue marguerite comme celle-ci. C'est-à-dire que vous avez votre page centrale, vos différentes pages produits, catégories, qui sont liées vers cette page d'accueil, et vers chaque page, vous devez avoir des sous-pages. Ici, je vais utiliser un outil qui s'appelle Screaming Frog, qui vous permet d'avoir cette vue-là pour votre site. Donc, vous renseignez l'URL, vous téléchargez l'outil, vous renseignez l'URL de votre site, vous lancez le scan de votre site et après, vous allez dans Visualization et vous prenez l'un des formats qui vous est présenté et vous arriverez sur ce schéma-là où vous pourrez voir comment est concrètement structuré votre site. Vous pouvez voir quelles sont les pages les mieux maillées, les plus populaires à l'intérieur de votre site. Par défaut, votre WordPress ici doit ressembler à ça, avec la page d'accueil, avec vos sous-catégories et vos pages produits vers la catégorie principale. Une fois que vous avez bien travaillé ce maillage de site, donc que vous le fassiez vous-même ou que vous le sous-traitiez, vous allez réfléchir au balisage de votre page. Principalement la page d'accueil, mais l'ensemble des pages de votre site doivent être traitées. Souvenez-vous que chaque page doit être un commercial supplémentaire de votre site. Premier aspect, vous allez traiter les balises head. Les balises head, ce sont des balises que l'on ne voit pas sur votre site, qui sont cachées pour l'internaute et que Google pourtant va lire. Pourquoi head? Parce qu'elles se situent en haut du code source présente sur chacune des pages web. Vous avez la fameuse balise title, la balise description et la balise, la balise keyword. Vous avez la balise title qui est la plus importante. Cette balise-là doit comprendre 70 caractères maximum sur PC et doit comprendre les mots-clés les plus importants de votre page. Elle doit synthétiser ce dont va parler la page. Google ne prend en compte uniquement cette balise. La balise description n'est pas prise en compte pour le calcul des positions. Donc, à vous de bien optimiser cette balise title en 70 caractères, en mettant le ou les mots-clés phares de la page. La balise description, vous allez me dire, mais à quoi sert-elle? Eh bien, elle va servir quand Google va afficher votre page dans les pages de résultats. Vous allez avoir une ligne et un titre et deux lignes de description qui vont s'afficher. Eh ben, la première ligne, ça va être la balise title et les deux autres lignes, ça va être la balise description. Cette balise description, elle doit être rédigée et elle doit être commercialement la plus intéressante et la plus digeste possible. Tout à l'heure, je vous ai parlé mécaniquement de la balise keyword. Cette balise n'est plus prise en compte par les moteurs de recherche depuis très longtemps, donc vous pouvez oublier. Donc, focalisez votre attention sur la balise title. Il faut que toutes les balises soient différentes pour chacune des pages de votre site. Idem pour la balise description. La balise title doit être riche en mots-clés, notamment en mots-clés phares de votre page. Et votre balise description doit être du contenu commercialement intelligible et intelligent. Ça doit être votre argumentaire commercial qui doit susciter l'internaute, susciter la vocation de l'internaute de cliquer sur votre page. Vous avez choisi vos mots-clés au tout début. Qu'est-ce que vous allez faire de ces mots-clés? Vous allez les placer dans votre contenu, dans vos paragraphes, dans vos balises H1, H2, H3, mais aussi donc dans votre balise title. Voilà, donc balise title, 70 caractères maxi. C'est la balise la plus importante pour référencement naturel. Et la balise description n'est plus comptabilisée par Google, mais elle sert à inciter au clic. Attention, comme je disais, toutes ces balises sont uniques. Il ne doit pas y avoir de copier-coller entre deux balises identiques sur deux pages différentes de votre site. Si vous avez
un site géré sous WordPress, donc le CMS le plus populaire du moment, vous pouvez gérer ces balises avec page par page ou en automatique par l'intermédiaire de modules, de plugins. Ici, on a le plugin yoast.seo et vous avez un champ titre SEO et c'est là où vous pouvez mettre un schéma automatique. À défaut, vous pouvez le rédiger manuellement page par page. Et en dessous, la balise métadescription dans laquelle vous pouvez renseigner les 170 caractères que Google autorise désormais. Attention à ne pas dépasser les 250, qui est maintenant la nouvelle norme en termes de caractères maximum sur cette balise, sur la balise description. Donc pour éditer ces balises, vous cliquez ici sur le schéma title, page, séparation, ici. Vous remplissez ce champ-là, et plus vous allez taper de caractères, plus le bandeau vert va se renseigner, et à un moment, quand il va être dans le rouge, vous allez savoir que vous aurez renseigné trop de caractères. Et ensuite, le référencement technique nécessite d'autres critères complémentaires. Quels sont ces critères? Vous avez la notion de réécriture d'URL, c'est-à-dire quand votre page produit, ici si on va sur un site dynamique, je vais aller sur par exemple Régilet. Hop. On va cliquer sur produit. Hop. Ici, on a une URL, régilet.com/produit, donc slash la catégorie, slash la sous-catégorie, slash gamme égale canette. Ici, vous voyez que le mot gamme, il est potentiellement en trop. Il n'apporte rien pour l'internaute. Donc là, cette URL, elle a déjà été renseignée. Ce qui s'appelle réécriture d'URL, c'est si vous aviez, par exemple, régilet.com/product est égal à 244, et c'est tout. Vous auriez juste ça. Ça, d'un point de vue PHP, ça va fonctionner. Mais d'un point de vue référencement, vous perdez une occasion de pousser du mot-clé via cette URL rédigée que l'on a en face de nous. Donc, par défaut, désormais, tous les CMS nativement proposent l'option. À défaut, s'ils ne la proposent pas, ils proposent forcément un module qui permettra de générer. Donc, si vous avez la possibilité d'activer ça, activez-le. Si vous voyez, si vous ne savez pas si vos pages sont réécrites ou non, testez, créez une page de test, regardez comment l'URL s'affiche. Si elle est pleine de termes, de mots-clés, c'est qu'elle est réécrite. Si vous avez juste des chiffres, c'est que cette page doit être réécrite. Ensuite, vous avez les balises alt des images. Votre site comporte des images et vos balises, vos images comportent des balises alt. Ici, si je fais un clic droit, je fais inspecter. Et normalement, si le webmaster a bien fait son travail, ici, je ne vois pas de balise alt. Normalement, ici, vous aurez un terme qui va remplacer l'image, qui est caché, que l'on ne voit pas, et qui nativement sert aux malvoyants à comprendre de quoi parle l'image, qui aurait dû s'afficher, et qui va servir aussi au moteur de recherche, comme un Google, pour savoir de quoi va parler l'image. Là aussi, c'est une occasion de placer le mot-clé relatif à la page ou le mot-clé stratégique que vous cherchez, sur lequel vous cherchez à être présent. Ensuite, autre critère technique, évitez le duplicate content, c'est-à-dire ne faites pas de copier-coller sur votre site, entre plusieurs pages de votre site. Google ne va en prendre en considération qu'une seule et l'autre, il va la déconsidérer. Et évitez aussi de vous faire copier vos textes. De temps en temps,
récupérez vos textes, prenez un bout de texte, faites des copier-coller dans Google et regardez si d'autres sites ont volé ou pas votre contenu. S'ils ont volé votre texte, je vous incite à faire des captures d'écran, tout d'abord, puis à saisir les tribunaux pour que vous fassiez cesser ce préjudice et ensuite à changer immédiatement votre texte pour que vous ayez un contenu de qualité. Pour voir si votre texte a été dupliqué, je vous incite à aller sur le site copyscape.com qui va vous permettre de voir si ces contenus sont copiés. Après, on a les aspects knowledge graph, donc ce qu'on appelle les données structurées. C'est ce que l'on appelle, ce que l'on voit notamment dans Google lorsque l'on fait une requête du type, par exemple ici, café, dans Google. Les données structurées, c'est ce que vous avez à droite, ici. Vous avez voilà, le café, valeur pour calories 0, lipides 0, etc. Là, ce sont des données qui viennent depuis Wikipédia, mais pour d'autres données, je n'ai pas d'éléments en tête, mais bien souvent, ça peut être récupéré depuis n'importe quel site du net. Et Google va mettre en avant ces données structurées pour vous les afficher ici ou à un autre endroit. Donc principalement ici, via le knowledge graph. Mais ici, par exemple, vous pouvez faire afficher des étoiles avec une note. Vous pouvez afficher le volume d'avis. Vous pouvez faire afficher ici des sous-données comme ici. Ici, des liens de site. Grâce à cela, grâce à une donnée structurée, vous pouvez faire afficher par Google certains éléments en mettant sur tel ou tel bout de texte le fait que ce soit une donnée structurée. Moi, je vous invite à le faire par l'intermédiaire d'un outil qui s'appelle le Hashcard Creator, qui va vous permettre de mettre en évidence votre adresse et ou votre type de produit. Donc ici, Hashcard Creator. Vous renseignez ici votre nom, votre prénom, votre adresse, votre ville, etc. Et vous avez en face ce code. Ce code, vous le récupérez, vous le collez dans votre site. Ça va vous permettre d'obtenir facilement des données structurées au format Hashcard. Enfin, le temps de chargement. Le temps de chargement qui est désormais un critère de bon référencement sur les sites mobiles. Donc, ne négligez pas cet aspect. Pour cela, je vous invite à aller sur des outils que je vous ai déjà montrés, qui est le PageSpeed Insight de Google. Je vais vous taper les éléments. PageSpeed Insights. Donc, faites la mesure de votre site. Voilà, c'est lui. Donc, vous renseignez votre URL. Et au bout de quelques secondes, Google va vous dire si votre site est rapide ou non. Il va donner une note de 1 à 100, 100 étant la meilleure des notes, sur mobile comme sur PC. Et en dessous de cette note, vous allez avoir des critères qui vont s'afficher, qui vont vous permettre de savoir quels sont les éléments à optimiser pour un bon référencement. Là, par exemple, j'ai une note qui est assez basse parce que j'ai perdu du poids, parce que j'ai tapé HTTP au lieu d'HTTPS. Toutefois, pour avoir une meilleure note, je vous invite à faire plusieurs actions. Déjà, à réduire le poids de vos images et ensuite à optimiser le cache. Donc ici, j'ai désactivé mon cache pour des raisons techniques. Le cache, c'est ce qui met en mémoire certains fichiers de votre site internet. Donc, je vous invite à optimiser tout cela. Donc, on l'a vu, les critères principaux, c'était balise HN, le maillage de vos pages, des éléments, les balises head, balises HN, voilà, les réécritures d'URL, les balises alt, le fait de ne pas avoir de contenu copier-coller, le knowledge graph et le temps de chargement. Donc là, je vais un tout petit peu vite parce que si vous voulez creuser chacun de ces sujets, vous aurez
pas mal de matière sur Google. Et puis par défaut, si vous utilisez des sites WordPress, grâce à un seul et même module type Yoast, pas mal d'éléments sont déjà préstructurés. Donc n'hésitez pas à creuser ces sujets-là. Et puis, au fur et à mesure de l'avancement de la production de mes vidéos, je vous mettrai une vidéo spécifique pour comment activer la réécriture d'URL, comment mettre en place des données structurées sur votre site, comment optimiser votre site pour les mobiles. Le but de cette première vidéo, c'est que l'on voit tous les aspects du référencement technique d'un site. Quels sont les autres critères techniques? Pour moi, je vais des critères les plus importants aux moins importants. Là, on est sur des critères qui sont maintenant, qui sont quand même importants, mais on verra après d'autres critères qui sont encore moins importants. Premier critère non négligeable, qui n'est pas forcément présent sur des tutos spéciaux référencement, c'est la notion de page en erreur. C'est-à-dire qu'il faut bien voir Google comme un robot. Et si vous avez des pages qui sont en erreur sur votre site, si vous avez la chance d'avoir Google sur votre site et qu'il y a une page qui est en erreur, qui n'est plus valide, Google va partir. Or, vous avez la chance d'avoir Google sur votre site. Donc, ne négligez pas cette opportunité-là et faites en sorte de conserver Google au maximum sur votre site en mettant en place des redirections. Donc, si jamais il y a une page qui est cassée, vous faites rediriger cette ancienne page cassée vers une nouvelle. Là aussi, si vous avez quelques pages cassées, vous mettez en place un plugin de redirection, un module de redirection, vous dites ancienne page, faites-moi rediriger vers la nouvelle. Comment on trouve les pages qui sont en erreur? Là aussi, grâce à un outil du type Screaming Fraud ou grâce à la Source Console qui vous dit attention, vous avez 12 pages en erreur, allez faites corriger cette page et vous conserverez Google le plus longtemps possible sur votre site. Ensuite, sitemap.xml, robot.txt. Ce sont deux fichiers qui ont été codifiés par convention par les principaux moteurs de recherche. Sitemap.xml, c'est un fichier, comme son nom l'indique, de plan de site que vous allez produire vous-même ou faire produire sans le savoir le plus souvent par votre module de référencement qui va vous permettre d'obtenir un fichier au format XML. Donc, c'est un format spécial donné qui va s'installer sur votre site. Par exemple, gâteaumagique.fr/sitemap.xml. Et le robot de Google, chaque fois qu'il va passer, il va venir passer sur ce fichier, sitemap.xml, pour connaître les pages de votre site. Et en fonction de ça, ça va l'aider à choisir telle ou telle page et à connaître l'ensemble de l'arborescence de votre site. Donc, bien souvent, on n'en crée qu'un seul. Automatiquement, le plugin phare du SEO sur WordPress, c'est Yoast SEO. Il va vous en créer plusieurs. Il va vous créer l'ensemble des pages de votre site, un sitemap pour vos articles, un sitemap par auteur, un sitemap par archive, un sitemap un sitemap pour l'ensemble des catégories. Il va vous créer plein de sitemaps et tous ces sitemaps seront à soumettre via la Source Console. La Source Console, elle est là pour pour communiquer donc avec Google et vous allez dans la rubrique sitemap, vous récupérez l'URL de sitemap, vous faites copier, coller l'URL et vous faites soumettre. Donc, je vous ferai une vidéo dédiée à cela. Robot.txt, pareil, ce sont des fichiers qui sont générés là aussi par les modules. Vous pouvez bien sûr les générer à la main ou via des générateurs. Vous tapez sitemap.xml generator ou robots.txt.generator et vous pourrez générer vous-même ces fichiers. Le robots.txt, qu'est-ce que c'est? C'est un fichier qui va dire au robot des moteurs tu as le droit d'aller sur telle page, tu n'as pas le droit d'aller sur telle autre page. Ce fichier robots.txt, il est lu à chaque fois que Google arrive sur votre site. Donc, autant vous dire que si vous avez une erreur sous ce fichier, Google va moins bien considérer votre site. Si sur ce fichier, vous avez une consigne du type n'index ne va sur aucune des pages, vous allez sortir de Google en 48 heures. Donc, faites très très attention à ce que vous faites sur ce fichier-là. Enfin, autre critère, pour moi, ce sont des critères qui sont assez importants, c'est la fréquence de crawl. C'est ce qu'on analyse lorsqu'on fait de l'analyse de log. Ça va vous permettre de savoir à quelle fréquence Google crawl votre site, c'est-à-dire parcourt votre site. Il va
aller sur, ça va permettre de savoir quelles sont les pages les plus populaires selon Google et non pas selon vous, ou selon l'architecture que vous avez voulu. Donc, il se peut qu'il y ait des surprises. Et donc, vous allez savoir si votre page d'accueil est véritablement la page la plus populaire de votre site ou si c'est une autre page. Pourquoi ça peut être une autre page? Parce qu'il se peut qu'une des pages internes de votre site ait beaucoup de liens depuis l'extérieur. Par exemple, une page jeux concours et que ces jeux concours soient reliés par des blogueurs. Et mécaniquement, cette page va être plus populaire que votre page d'accueil si le volume de backlinks est supérieur à la page d'accueil. Et autre critère intéressant, c'est permettre de connaître les pages orphelines, c'est-à-dire celles qui connaissent très très peu de passages des robots de Google en un an sur votre site. Donc ensuite, une fois qu'on les aura identifiés, grâce à des outils d'analyse de log, on pourra savoir, enfin on pourra se poser la question, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce que l'on garde ces pages? Est-ce qu'on réoptimise ces pages? Est-ce qu'on réoptimise en mettant davantage de contenu pour faire plaire Google? Ou est-ce qu'on va mieux mettre en avant cette page dans le maillage de page? Voilà, à vous de voir en fonction des résultats et de vos objectifs. Pour avoir des résultats, une vue transversale de ces analyses, des données de votre site, je vous incite à aller sur le site worank.com, donc worank.com, c'est un outil freemium, donc au bout de quelques analyses, l'outil va se bloquer en disant « Coucou, ça serait bien que tu passes en version payante ». Et là, il va vous faire un audit de tous vos critères techniques dédiés au référencement. Donc, je vous invite à faire le test. Je propose également mon propre outil qui est celui-ci, Cleatis, attention, .eu/audit, qui est sensiblement similaire, mais qui présente l'avantage d'être 100% gratuit. Donc, n'hésitez pas à vous en servir et vous aurez un check complet de tous les critères techniques dédiés au référencement. Voilà, donc là, on a fait une passe globale de tous les critères techniques du référencement qui comptent véritablement en ce moment. Attention aussi à ces outils d'audit. Certains critères vous sont proposés par ces outils, mais ils n'ont aucun ou très très peu d'impact sur votre référencement. Parfois, on voit, est-ce que vous avez un favicon sur votre site? Est-ce que j'ai plus d'idées en tête, mais par exemple, le favicon, ça n'a aucun impact sur votre site, sur le référencement de votre site. Okay, donc, faites attention aux critères qui vous sont proposés par ces outils d'audit. Suivez bien ma méthodologie, c'est celle qui fonctionne actuellement. Donc, pour récapituler, quels sont les critères techniques à bien optimiser? Le maillage de vos pages, le fait de renseigner par vos mots-clés stratégiques les balises HN, les balises aide de chacune de vos pages, le temps de chargement, le fait de ne pas avoir contenu dupliqué, quoi d'autre? Les balises alt de vos images, les pages en erreur, les pages orphelines et hop, le knowledge graph, voilà. Et puis voilà, le fait d'avoir plusieurs sitemaps.xml, c'est un tout petit plus. Le fait d'avoir un robot TXT qui fait sortir les mauvaises pages, ça c'est top. Et bien sûr, le fait de ne pas avoir de page en erreur. Voilà pour cette vidéo. Je vous remercie pour ce visionnage. Cette vidéo sera complétée par des sous-vidéos pour chacun de ces points-là. Donc, je vous invite à les consulter un peu plus bas dans la page des vidéos. Voilà, à bientôt.